Un beau jour, il a fallu partir, parce que les Allemands, on dit les franquistes, mais c'était les Allemands et les Italiens, les Allemands d'Hitler et Mussolini avaient enfoncé le front, il fallait partir. Et on a vécu 3 jours et 3 nuits entre Barcelone et Portbou, ça a été l'enfer, mais vraiment l'enfer. À 30 km de Barcelone, on a pu prendre un camion chargé de blessés de soldats républicains qu'on amenait vers la France. Le camion roulait très très lentement. Les soldats ont crié « Attention, c'est un hydravion, il faut sauter ou autrement on va mourir ». Le camion a éteint les phares, il a avancé une 50aine ou 100 mètres, il s'est arrêté. Ma mère a eu un mauvais réflexe, elle a été prise de panique, elle s'est jetée sur ma sœur, elle l'a plaquée pour la protéger. Elle m'a verrouillé par le cou, on entendait l'hydravion qui arrivait, les moteurs de l'avion. Moi, j'étais conscient qu'il fallait sauter, autrement on allait mourir. J'étais conscient, mais je ne pouvais pas bouger. J'ai vécu des moments terribles. J'ai dit, bon, on va mourir, on va mourir. Au dernier instant, mon père m'a lâché, il a sauté. Distinctement, l'avion passait en rase-motte sur nous. 2 sifflements et 2 explosions bien plus bas. 1 heure après, on était dans un campement militaire caché dans la montagne. Et le lendemain, on est parti à pied vers Portbou avec mes parents en longeant la route parce que les stukas allemands pilonnaient les gens qui marchaient sur la route. On est arrivé à Portbou à la fin de la soirée. Le lendemain, on est parti sur la route parce qu'il y avait la fameuse colonne de gens qui montaient vers la frontière. On est arrivé en France. Première chose, on nous a vaccinés contre la variole, parce qu'on risquait de contaminer la France. On s'arrêtait dans les gares et la Croix-Rouge donnait du lait aux enfants et des fois un sandwich aux adultes. On est arrivé à la gare de Cosne-sur-Loire. Là, on nous a chargés dans des camions, il y avait beaucoup de neige, il faisait très froid. On a roulé dans les autobus pendant à peu près 1 heure et on a débarqué dans une commune qui s'appelait Étais-la-Sauvin. On est rentré dans une grande salle, les tables étaient mises, propres, tout était mis. Des gens extrêmement accueillants. On nous a servi une soupe chaude. Ça faisait 5 jours qu'on n'avait pas mangé quelque chose de chaud. J'y ai passé les 7, 8 à 9 meilleurs mois de ma vie. On nous a dit, écoutez, maintenant, les réfugiés belges et alsaciens vont arriver et lorrains, on peut plus s'occuper de vous, maintenant vous vous débrouillez. Des amis français sont venus nous voir, ils disent, bon, vous partez vers le sud. Mon père a dit non, on ne part pas vers le sud. Qu'on nous ramasse ici ou qu'on nous ramasse dans le sud, c'est pareil. L'exode constitue certainement une des pages les plus douloureuses de la Seconde Guerre mondiale, une des pages sombres qui reste encore aujourd'hui très présente dans les souvenirs. C'est une image qui est associée à la débâcle, à la défaite de la France. Alors c'est quoi l'exode ? C'est la fuite des civils devant l'offensive allemande. 7, 8, 9 millions de Français sur les routes pour fuir les bombardements et l'offensive allemande. Également, ce ne sont pas que des civils du nord de la France ou de l'Est, ce sont également des civils de Belgique, du Luxembourg, des Pays-Bas. On avait vu arriver dans Lyon quelques réfugiés, des enfants qui étaient venus en car au cas où la guerre deviendrait catastrophique. Là, c'était à l'automne 1939. Les choses étaient très bien organisées. Là, par contre, on a commencé à voir arriver des gens des Belges, puis des gens du Nord, qui arrivaient complètement défaits, avec leurs affaires, avec une brouette, avec une voiture, avec un cheval, avec rien du tout, et qui étaient complètement effarés. Donc il commençait à faire chaud, il fallait leur donner à boire, il fallait leur donner à manger, ils ne savaient pas où ils allaient. Les gens se sont dit, c'est des Belges, c'est des gens du Nord, c'est des endroits où il y a toujours eu la guerre. Oui, mais après on a vu arriver des gens de Picardie, et puis après on a vu arriver les Parisiens. Alors quand on voit arriver les Parisiens, à Sens, on est autour du 10 juin. Là on se dit que si les Parisiens fuient, c'est que la situation est terrible, et on n'a pas encore eu vraiment de bombardement. Arrivent des dizaines de milliers de gens
Alors à la gare, on montre un poste d'infirmerie. Sur les promenades, on montre des endroits des baraques pour leur donner à boire. Il y a des femmes avec des bébés. C'est absolument qui ont tout abandonné chez eux, qui savent pas où ils vont, qui ont qui ont peur des Allemands. Voilà. C'est ce qu'on appelle l'exode, et c'est une véritable catastrophe. Survient alors l'ordre du gouvernement français donné aux gendarmes, aux policiers, aux maires, à toutes les institutions de partir vers le sud. Les populations se trouvent abandonnées. En 1940, le 16 mai exactement, nous avons été réveillés la nuit nous demandant de bien vouloir évacuer. Et nous avons donc évacué dans des chariots sur les routes jusqu'au sud de Pithiviers, près de la forêt d'Orléans. Je ne me souviens pas trop d'avoir souffert de nourriture, mais je me souviens d'avoir mangé des patates crues, d'avoir mangé de l'herbe, on mange ce qu'on trouve. Par contre, ce que je me souviens, et ça c'est terrible, c'est d'avoir eu soif. J'ai connu les Allemands qui nous ont rattrapés. On était au milieu d'un régiment de Sénégalais. Ils se sont battus toute la nuit. Vers 1h, 2h du matin, nous avons passé un pont, et aussitôt avoir passé le pont il a sauté. Et le lendemain matin, nous étions bloqués, nous avons fait donc demi-tour. Et à un moment donné, les femmes ont demandé qu'on fasse un petit arrêt. Elles sont donc rentrées dans la forêt et sont ressorties en criant. Et là, donc, les hommes sont entrés dans la forêt et ont vu tous les cadavres des Sénégalais qui avaient été fusillés. Donc les Sénonais s'en vont, et puis les Auxerrois s'en vont, et les Avalonnais s'en vont, et ils s'en vont vers le sud. Ce qu'ils veulent, c'est passer la Loire, et parce qu'ils pensent que les Allemands ne pourront jamais passer la Loire. Les routes sont complètement embarrassées par les gens qui fuient, et l'armée française décomposée, dont beaucoup de milliers de soldats français ne savent plus où est leur chef, ce qu'ils doivent faire, et qui fuient aussi. Et puis vont arriver les premiers bombardements. C'est tout un pays qui s'effondre. Les gens sont complètement abandonnés. On n'imagine pas l'ampleur du désastre pour un pays qui pensait qu'il était celui qui avait la meilleure armée du monde, il faut dire, quoi. C'est un effondrement inconcevable qui se produit. Pour vous faire une idée, à Sens, il y avait à peu près 17 000 habitants à l'époque. Quand les Allemands arrivent le 16 juin, il y avait moins de 1000 habitants qui restaient dans Sens. L'hôpital était abandonné, les boulangeries étaient fermées, on ne pouvait plus manger, difficile de boire. Donc les gens sont complètement abasourdis. C'est ce qui explique aussi que quand ça va s'arrêter, ils vont trouver qu'il fallait que ça s'arrête, quoi. À Bordeaux, l'exode, c'est pratiquement 3 groupes de personnes. Premier groupe, le plus large, ce sont les civils. Les civils, donc, qui fuient l'avancée allemande, qui arrivent du nord, de l'est de la France, mais aussi de Belgique, des Pays-Bas, du Luxembourg. À Bordeaux, la population va pratiquement être multipliée par 2, voire un petit peu plus. On va passer de 300 000 à 700 000 habitants. Cette population, elle bivouaque dans les rues, dans les parcs, sur les trottoirs. Véritablement, Bordeaux est transformé en un véritable lieu de foire en plein vent. Vous avez ici dans Bordeaux une grande place qui s'appelle la place des Quinconces, qui est une place énorme. Il y avait 80 000 personnes qui vivaient à ciel ouvert dans cette place. Si on y rajoute les allées de Tournai, qui sont juste à côté du Grand Théâtre, et le jardin public, c'était 125 000 personnes qui étaient dans cet espace-là. La grande majorité d'entre eux étaient des réfugiés qui avançaient, qui fuyaient l'avancée des troupes allemandes. L'accueil de cette population, il est difficile parce qu'on ne s'attendait pas à avoir un tel afflux de population. C'est pratiquement à Bordeaux plus d'1 million de repas distribués par jour. Mais rapidement, les équipements d'accueil manquent, l'eau est rationnée, donc c'est très difficile.
Deuxième groupe de cet exode, ce sont les entreprises. Car les entreprises ont également fui l'avancée allemande. C'est le cas de Peugeot, par exemple. En juin 1940, ce sont 4000 salariés de Peugeot Montbéliard qui arrivent à Bordeaux, ainsi que toutes les archives du groupe. Mais l'exode, c'est aussi la Banque de France, qui va transférer à Bordeaux ses réserves de billets, son siège social et toutes ses succursales. Enfin, c'est ce qui est le plus connu, l'exode, c'est aussi le transfert, l'arrivée, le repli du gouvernement, de l'appareil d'État à Bordeaux. Après 1870-1871, après 1914, donc Bordeaux est pour la troisième fois de son histoire la capitale provisoire de la France. Quels sont les choix finalement en juin 1940 qui s'offrent au gouvernement? Le gouvernement va devoir s'interroger sur doit-il poursuivre la guerre ou bien doit-il demander l'armistice? Ce débat a conduit à la démission de Paul Reynaud le 17 juin et à la nomination du maréchal Pétain. Le 17 juin 1940, le maréchal Pétain va s'adresser aux Français. Ce discours, il est prononcé à Bordeaux, au lycée Longchamp. C'est dans ce lieu qu'arrive donc autour de midi le maréchal Pétain, donc tout juste investi président du Conseil. Il va se préparer à faire un discours qui va être radiodiffusé en direction des Français et dans lequel il va annoncer donc qu'il entend demander l'armistice et l'arrêt des combats. Donc c'est un jour de juin, comme il en existe à Bordeaux, journée très orageuse, et il est obligé de recommencer à plusieurs reprises son discours. Et le sentiment qu'ont les gens qui l'ont écouté, c'est un immense trouble. On a l'impression d'être dans une sorte de film ou de pièce dramatique où on va annoncer quelque chose de terrible. Et effectivement, il annonce quelque chose de terrible. C'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Mais face à lui, d'autres ne sont pas du tout favorables à cette option. D'abord, c'est l'appel du général de Gaulle, le 18 juin. L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Mais le général de Gaulle était sous-secrétaire d'État. Donc il a vécu ces journées très chaudes de Bordeaux depuis le 14-15 juin. Et c'est de Mérignac, donc l'aéroport de Bordeaux, que le général de Gaulle quitte la ville le 17 juin. Également, Bordeaux, à ce moment-là, va rapidement devenir une terre d'exil, une terre où tous ces réfugiés, un certain nombre, vont vouloir quitter les terres d'Aquitaine pour rejoindre notamment l'Angleterre. C'est le cas de 260 civils et militaires qui rejoignent entre le 21 et le 24 juin les ports de Bayonne et de Saint-Jean-de-Luz. Le 21 juin, à bord du Massilia, 27 parlementaires quittent Bordeaux pour rallier l'Afrique du Nord et a priori Casablanca. L'armistice est signé le 22 juin 1940, la guerre s'arrête. Ceux qui sont partis vont revenir après. Et quand ils vont revenir, ils vont trouver leur maison souvent pillée pas forcément par les Allemands, même si les Allemands, quand ils arrivent, vont piller, mais pillée par les gens qui sont venus du Nord quand eux étaient partis. C'est-à-dire que quelqu'un de Sens qui abandonne sa maison parce qu'il a peur, mais il y en a un qui arrive derrière qui lui vient du nord de Lyon ou de la Seine-et-Marne et qui a soif et qui a faim et qui voit la maison vide et qui va rentrer, qui va chercher des choses. Et voilà. Il y a des gens qui, quand ils sont revenus, ont trouvé tout dévasté, plus des choses qui sont pas belles, hein, des voisins qui en ont profité pour piller. Enfin bon, c'est un effondrement complet du pays et une population complètement abasourdie et on peut dire démoralisée, mais surtout déjà faut qu'elle réagisse, quoi.